n'est pas pour abriter Ivan Capelli du soleil que ce mécanicien a déployé une ombrelle, mais bien pour l'abriter de la pluie, une bonne petite pluie bien anglaise qui arrose le circuit de Silverstone aujourd'hui. Et oui, et donc cette pluie risque de conditionner le résultat de la course, qui sait, de bouleverser la hiérarchie des valeurs qui s'est établie aux essais, où, vous le savez sans doute, et c'était l'événement pour la première fois de la saison, les irrésistibles McLaren ont été mis en échec par les rouges Ferrari. Alors, en quoi est-ce que la pluie risque de modifier les données du problème? Eh bien, en fait, si les Ferrari se sont montrés plus rapides que les McLaren lors des essais, leur directeur sportif, l'ingénieur Barnard, nous avait déclaré qu'il ne se faisait aucune illusion sur le sort de la course, car autant il reconnaissait qu'ils ont fait des progrès sur le plan de la puissance pure et de la tenue de route, et qu'ils sont aptes désormais à rivaliser avec les McLaren sur un tour de circuit, autant, nous disait-il, je ne fais pas d'illusion, notre consommation est trop importante, plus importante en tout cas que celle du V6 Honda, surtout que Honda a produit pour ce Grand Prix particulièrement probant au niveau de la consommation une version spéciale plus sobre de son V6. Donc, pas de problème, l'ingénieur Barnard prévoyait que ces Ferrari ne parviendraient pas à suivre le rythme des McLaren en course, sauf à tomber en panne d'essence. Or, avec la pluie, eh bien, voilà quelque chose qui va changer, car sous la pluie, bien sûr, on ne peut pas tirer le maximum de la voiture comme on le fait sur le sec, et donc le problème de la consommation risque de devenir beaucoup moins aigu. En tout cas, ce matin, lors de l'essai d'échauffement, eh bien, nous avons eu déjà une petite idée de la hiérarchie des valeurs sur une piste mouillée, n'est-ce pas, Christian Morizzi? Ici, la séance d'échauffement, mon cher José, c'est le warm-up. Oui. Et une séance d'échauffement qui n'a pas été très significative, car elle a commencé à se dérouler d'abord sur une piste sèche. Instantanément, Senna et Capelli étaient en piste et ils ont réalisé les deux meilleures performances. Et puis la pluie a commencé à tomber. Et il était à ce moment-là impossible de tenter de rivaliser avec ces deux pilotes. Senna a réalisé une 17, c'est tout de même moins rapide que les 1-10 réalisées aux essais, mais malgré tout, il était intouchable lors de cette séance d'essais. Vous voyez, ce ne sont pas des ombrelles, ce sont des parapluies ici sur le circuit de Silverstone, où malgré le temps, les Britanniques ont répondu présents, plusieurs dizaines de milliers de personnes, de fantastiques embouteillages en perspective jusqu'à minuit ce soir. Donc, Senna Capelli, meilleur temps de ce warm-up de ce matin. Berger a réalisé le 3e temps, De Cesaris avec Sarial, toujours très agile, le 4e. Nakajima, meilleur temps que Piquet qui est 6e. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Palmer 7e, et puis du côté français, 11e temps pour Dalmas, et 13e temps pour Alliot, 14e temps pour Prost, mais ça ne veut pas dire grand-chose, puisque Alain ne s'est mis en piste que lorsque la piste était humide. Oui, ça ne veut pas dire grand-chose, certes, mais tout de même, ça n'est un secret pour personne. Alain Prost répugne à courir sous la pluie, comme d'ailleurs beaucoup d'autres pilotes, car, je vous assure, un Grand Prix de Formule 1 sous la pluie et sur une piste aussi rapide que celle de Silverstone, eh bien, ça représente vraiment quelque chose de terriblement dangereux. Alors on peut tout de suite situer les débats, José. Pourquoi ici à Silverstone plus qu'ailleurs, il faut vraiment avoir un gros cœur pour accepter de rouler sous la pluie? Eh bien parce que tout simplement sur le sec, la moyenne s'établit à quelque chose de l'ordre de 240 km/h de moyenne, donc. Et sous la pluie, c'est encore supérieur à 200 de moyenne. Or, la pluie en monoplace, eh bien, c'est vraiment particulièrement dangereux pour plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, à cause de la puissance des Formule 1. On sait qu'elle avoisine ou dépasse les 600 chevaux pour des voitures qui pèsent à peine plus d'une demi-tonne. Donc, c'est vous dire qu'il y a un engin extraordinairement puissant à maîtriser et que lorsque ça glisse, eh bien, c'est d'autant plus difficile. De plus, les roues ne sont pas carénées. Vous le savez, c'est ce qui caractérise les monoplaces en général et les Formule 1 en particulier. Or, qui dit roues non carénées
dit projection d'eau naturellement derrière les roues et dit par conséquent visibilité faible, voire nulle. On est en train d'installer un petit dispositif là qui rentre dans le casque d'Ayrton Senna par un petit trou et qui lui permettra de boire tout à l'heure s'il a soif. Alors, Alain Prost, qui est sur la deuxième ligne, la seconde ligne, aux côtés de son coéquipier Ayrton Senna. Alain Prost, alors que l'on joue les hymnes nationaux. Et devant les deux McLaren, c'est une surprise, c'est la première fois de la saison, devant les McLaren, les deux Ferrari de Berger et d'Alboreto, qui ne devraient pas, José vous le disait il y a un instant, risquer de contester la suprématie des McLaren, mais sous la pluie, il peut se passer tout un tas de choses. Et justement, le problème consommation que devaient connaître les Ferrari sur le sec pourrait être gommé sur route mouillée. Alors, sous la pluie, eh bien, il y a des spécialistes de la piste mouillée, des pilotes qui, tout de même, sont moins gênés ou sont plus confiance et où sont aptes à prendre davantage de risques que les autres. Ici, c'est l'autre Brésilien, le jeune Mauricio Gugelmin, sur une des marches qui ont fait des étincelles aux essais, qui ont battu les Benetton et que Alain Prost me disait redouter en course. Des marches à moteur atmosphérique, pourtant Mauricio Gugelmin, le protégé de Ayrton Senna, un autre Brésilien donc, et par conséquent, je vous disais, les spécialistes, et parmi eux, eh bien, le plus éminent, c'est incontestablement Ayrton Senna, justement. Voilà Capelli ici, le coéquipier de Gugelmin sur l'autre marche, qui, Christian vous l'a dit tout à l'heure, a réalisé le deuxième temps ce matin lors des essais d'échauffement. Ils sont sur la troisième ligne. Oui, et donc... Senna, incontestablement, partira grand favori de ce Grand Prix, non seulement parce qu'il conduit une McLaren, non seulement parce que celle-ci domine outrageusement depuis le début de la saison, malgré leurs faux pas des essais ici, mais surtout parce qu'il est réputé être, et de loin, le plus rapide de tous sous la pluie. Rappelons que les deux derniers Grands Prix qui se sont disputés sous la pluie ont été au cours de la saison 1985 et qu'ils ont été tous les deux enlevés haut la main par Ayrton Senna, le Grand Prix du Portugal, alors où il avait pris un tour à tout le monde, et le Grand Prix de Belgique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est ces marches qui, bien sûr, rendent pas mal de chevaux alors qu'il y a déjà une McLaren. Non, une McLaren... C'est le mulet, ça. Oui, ben ça c'est probablement une vue aux essais. Ah oui, voilà. Absolument. Une vue des essais quand la piste était encore sèche hier ou avant-hier. Donc la question qu'on peut se poser, c'est ces marches qui sont si agiles sur le sec, est-ce qu'elles peuvent l'être aussi sur le mouillé? Eh bien écoutez, en principe, bien sûr, la piste glissante est de nature à favoriser, à niveler les puissances. Les écarts de puissance seront moins importants et par conséquent, on peut penser a priori que les pilotes des voitures atmosphériques seront moins handicapés que d'habitude vis-à-vis de ceux qui pilotent des voitures à moteur turbo. Mais en revanche, il faut dire que ce qui compte le plus quand la piste est glissante, c'est de trouver de l'adhérence. Pour trouver de l'adhérence, rien de mieux que de rajouter de l'appui aérodynamique. Or, qui peut le mieux avaler l'appui aérodynamique? Eh bien, ce sont justement les voitures les plus puissantes. Autrement dit, les voitures à moteur turbo partiront certainement avec des ailerons plus cabrés, plus grands, et donc avec davantage d'appui aérodynamique et donc avec davantage d'adhérence aérodynamique que les voitures à moteur atmosphérique. Donc, prudence quant aux pronostics qui sont extrêmement difficiles à faire. Voilà, ici on vous montre wet race, ça veut dire course sur le mouillé. Rear light on, ça veut dire allumer vos feux rouges. Chaque Formule 1, en effet, est réglementairement équipé d'un feu rouge à l'arrière de la boîte de vitesse, destiné à signaler au pilote qui suit la présence de la voiture, ceci découlant du manque de visibilité dont nous parlions tout à l'heure. Wet race, ça veut dire aussi que vous êtes censé partir avec des pneus pluie et que si jamais vous faites le choix contraire, c'est-à-dire que vous partez avec les pneus secs et que la pluie redouble, en aucun cas on arrêtera la course. Non, c'est à vos risques, c'est péril, en effet. Alors que peut-il se passer? Eh bien, naturellement, vous le voyez, tous les pilotes sont équipés de pneus à sculpture, de pneus pour sol mouillé, donc, qui sont faits d'une gomme plus tendre, d'ailleurs, que les pneus slick, les pneus secs, les pneus lisses de sec. Et par conséquent, le problème sera de savoir si les conditions
atmosphériques vont évoluer au cours de ce Grand Prix. Le problème est de savoir, voici le départ du tour de formation sous la conduite de Berger. Donc, le problème sera donc de savoir si la piste reste très mouillée comme elle l'est actuellement, eh bien, peut-être pas de problème. Mais si elle venait, par exemple, à s'assécher, ne serait-ce qu'un petit peu, l'usure qui en résulterait sur ces gommes extrêmement tendres risquerait d'obliger certains, en tout cas, à observer un arrêt à leur stand pour changer de roue. Voilà, vous allez vous rendre compte tout de suite, je crois, du problème de visibilité que les pilotes vont devoir affronter. Et quand je dis affronter, je crois que c'était le terme qu'il convient d'employer dans une situation pareille, car ils sont complètement aveuglés dans le sillage de la voiture qui les précède. Gros avantage donc pour le leader, du moins tant qu'il n'aura pas rejoint les premiers attardés. Alors ça ne sera pas facile non plus pour tenter de reconnaître les pilotes. Petit truc pour reconnaître les deux Ferrari, là c'est en bas de l'écran, c'est Alboreto. Berger a deux petits carrés de fluorescent jaune sur son aileron arrière et sur son aileron avant. Oui, ce que dit Christian là, c'est particulièrement destiné, car bien entendu, tous ceux qui étaient avec nous dimanche dernier au Castellet ont apprécié ma prestation lorsque j'ai pris Alboreto pour Berger ou Berger pour Alboreto. C'était pour voir si les téléspectateurs suivaient. Voilà, d'accord. Bon, très bien. Alors ceci étant posé, voilà Berger. Donc Berger. Vous voyez avec ses petits stickers, effectivement ces étiquettes. Et même chose pour Dalmas, qui lui a une longue bande fluorescente justement sur le pare-brise. Voilà, pour faire un essai peut-être, pour chauffer ses pneus arrière. Non, il va faire un essai de démarrage pour voir combien de chevaux de régime il doit mettre idéalement pour ne pas trop patiner et pour s'élancer au mieux. Peut-être pour chauffer aussi ses pneus à l'arrière. Il peut, oui aussi bien sûr. Enfin je crois que c'était surtout destiné à tâter un petit peu le terrain. Voilà les McLaren derrière, voilà les deux marches. Donc c'était la grosse surprise de ces essais, la révélation de ces essais. Voici Piquet avec sa Lotus jaune et puis Warwick Nannini avec sa Benetton bariolée. Et puis les Williams qui ont abandonné pour l'occasion leur fameuse suspension active qui leur ont donné beaucoup trop de soucis pendant ces essais et qui sont revenus à des suspensions classiques conventionnelles à ressort et amortisseur, tandis que Tyrrell, non, une Tyrrell, Palmer. Oui, Palmer donc rentre au stand tandis que tous les autres sont alignés sur la grille maintenant. Donc un ennui déjà pour Jonathan Palmer, pilote britannique de Tyrrell. Palmer qui était sur la 9e ligne. Voilà, donc première ligne Ferrari, deuxième ligne McLaren, troisième ligne. Ça va pas tarder, attention. Tout le monde est en place, oui, ça y est, feu rouge, bientôt le feu vert, c'est parti. Super départ d'Alboreto. Ah non. 3 sacs allés, ils sont servis. Mauvais départ d'Alain Prost, tout à fait désastreux, les Ferrari gardent Berger devant Alboreto, et Senna troisième, alors que je crois que c'est Gugelmin qui est juste derrière, en tout cas l'une des marches dans les roues de Senna. Vous pouvez imaginer ce que Senna qui revient déjà, ça y est, il vient de s'emparer de la deuxième place. Foudroyante attaque de Senna qui a passé Alboreto par l'extérieur et qui s'élance maintenant à la poursuite. Ici c'est Warwick et l'une des deux marches, j'ai pas pu distinguer laquelle. Je pense que c'est Capelli, je pense que c'est Gugelmin qui est devant. Voilà, vous imaginez ce que c'est que d'être derrière là. Voilà, regardez Senna qui attaque, ça n'a pas traîné, mais oulalalala, c'est passé au millimètre, vous l'avez vu. Berger a pris sa trajectoire comme si de rien n'était, il ne s'est pas laissé impressionner du tout par l'attaque de Senna, mais Senna tout de suite en action, une mise en action absolument foudroyante du pilote brésilien. Et déjà une sortie de route. Minardi peut-être bien. Minardi sans doute, alors que Palmer est toujours en train de faire réparer sa Tyrrell. Au stand des cantettes, Berger résiste tant bien que mal à Senna, il a même pris 4 ou 5 longueurs là. Senna doit être loin d'être confortable dans le sillage de la Ferrari, il doit être aveuglé. Il a tenté dès le départ de prendre un maximum de risques pour passer, et puis il s'est fait peut-être un tout petit peu peur. Hein. Là, c'était dangereux tout de même. Pas passé loin, effectivement. Voilà.
Donc Berger boucle en tête le premier tour de ce Grand Prix d'Angleterre avec Senna dans son sillage, Alboreto en 3e position. Voilà Alboreto, 4e la marche de Gugelmin, Oui. 5e Capelli, il me semble, Oui, c'est ça, 6e exactement. Nannini avec la Benetton. Voilà, donc des résultats tout à fait conformes pour l'instant aux essais, mais mauvais départ d'Alain Prost, donc nous l'avons aperçu dans la mêlée. Il a mis ou trop de chevaux ou pas assez, je ne sais pas ce qui s'est passé, en tout cas il occupe la 11e place. Voilà, et là c'est Palmer qui est parti, peut-être reparti, Qui est reparti, se retrouve avec oui. un tour de retard et que Berger double. Alors que Senna se retrouve à l'intérieur, mais là il n'a pas tenté de refaire sa tentative du premier tour. Non, il a essayé de surprendre Oui, c'était bien vu Berger, d'ailleurs. oui, comme il l'a fait pour Alboreto, mais ça n'a pas marché. Alors là on a les yeux rivés sur le feu rouge arrière, on tente d'apercevoir le feu rouge dans le brouillard, ça doit être infernal. Oui, oh, c'est épouvantable, c'est vraiment... On le voit le feu rouge là Il d'ailleurs. est aveuglé, il est complètement aveuglé, il est obligé de se fier à la vague petite lueur qu'il doit distinguer à grand peine devant lui. Je vous rappelle qu'on tourne à plus de 200 de moyenne en ce moment quand même. Évidemment, les temps sont moins rapides. Voilà, on a vu que sur le Boutsen, sec à la Prost. Prost 11e donc. Bon, ça a mal commencé pour Oui, Alain. mais il va se passer plein de choses. Hein, Oui, je crois, bien hein. sûr, oh, c'est loin d'être terminé. Ça va être une course sans nul doute extrêmement éprouvante. En tout Alors, cas, de temps en temps, on voit Senna émerger un tout petit peu du oui. sillage. Il essaye de voir un petit peu, il se donne un petit peu d'air. Voilà Alboreto qui vient de passer Palmer et qui donc se fait déjà nettement décrocher par les deux premiers. Alors on peut donner la situation déjà au premier tour. Berger, Senna, Alboreto, Gugelmin, Capelli, Nannini, Mansell, Warwick, Piquet, Nakajima, Prost 11e, Shiver 12e, Boutsen 13e, Patrese 14, Martini 15, De Césari 16, Modena 17, Capi 18, Arnoux 19, 20, bref. Et Nannini vient de passer Capelli, Christian, pendant que vous regardiez le classement. Et donc, petite modification avec Nannini désormais en sandwich entre les deux marches. Les marches qui sont ici dans leur jardin, puisque l'usine est basée à... Oh là là, vous avez vu la marche, un petit peu qui est partie en sous-virage. Avec Mansell derrière à l'affût. Les marches dont l'usine est basée à Bicester, à quelques milles d'ici, et qui, bien sûr, effectuent tous leurs essais ici. Il est passé, Mansell. Capelli est en difficulté apparemment, ça n'a plus l'air de très bien marcher pour lui. Il vient de perdre successivement 2 places au profit donc de Nannini et de Mansell. Il avait quelques problèmes de tenue de route, il nous a semblé un petit peu partir en sous-virage. Il faut dire que ce matin, lors des essais d'échauffement, Capelli avait fait, c'est vrai, le deuxième temps, mais juste après, il avait cassé son moteur, ou plutôt son moteur avait cassé, et que ce moteur a été donc remplacé à la hâte par ses mécaniciens. Peut-être ces ennuis proviennent-ils des conséquences de ce changement de moteur. Berger, Senna, qui s'en vont, et derrière, regardez, derrière... Alboreto déjà très loin. Derrière Alboreto, le trou. Et Gugelmin et Capelli sont plus loin. À 9 secondes déjà. Voilà qui émerge du brouillard les leaders maintenant. Vraiment, vous voyez, nous, devant notre poste de télévision, nous avons du mal à les voir. Imaginez un petit peu que vous êtes installé à l'intérieur de l'un de ces bolides lancés à 250 km à l'heure sur une piste glissante comme du verglas, avec des accélérations foudroyantes, avec des adversaires juste devant, juste derrière, l'obligation de freiner au tout dernier moment, d'attaquer les courbes avec le maximum de vitesse compatible avec l'espérance de rester sur la piste. Ça va pas pour Prost, hein. 14e, il a perdu 3 places, alors que devant, on creuse l'écart. Berger, Senna, Alboreto, 11 secondes entre Alboreto et les deux leaders. Alors l'attaque, la mise en action foudroyante de Senna a été absolument extraordinaire, mais la résistance de Berger n'a pas été moins impressionnante. Il lui a montré tout de suite qu'il n'était pas du tout disposé à se laisser faire
Et la tactique de Senna qui consistait à essayer de surprendre d'emblée les deux Ferrari pour s'emparer par surprise en quelque sorte du commencement, a réussi avec Alboreto mais a échoué derrière Berger. Berger, superbe leader donc de ce Grand Prix d'Angleterre, le premier de la saison à se disputer sur une piste mouillée. Alors ce qui est extraordinaire, José, je ne sais pas si on le voit sur les images, c'est que malgré la pluie, avec la vitesse des voitures et l'air déplacé, les trajectoires commencent à sécher un tout petit peu, ce qui risque de poser énormément de problèmes aux pilotes, bien sûr. Ah ben ce sera le problème des pneus, surtout avant que celui des pilotes, car effectivement, si jamais la piste venait à s'assécher un petit peu, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, les gommes tendres de ces pneus ne résisteraient pas longtemps. Toutefois, je crois qu'on n'en est pas encore là, car regardez, la piste est tout de même encore bien mouillée, le crachin persiste, ça n'est pas une pluie violente, les gouttes sont fines, mais c'est ce que les Britanniques appellent a fair weather, c'est-à-dire un temps épouvantable de cochon. Mais bon, chacun selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de la Manche, bien sûr, juge la situation avec ses propres yeux. Les yeux des pilotes qui, eux, sont rivés sur la voiture qui les précède. Et derrière, on aura tout vu, Prost est aux prises avec l'Eurobrun de Modena. Oui. Un Alain Prost qui ne doit pas être extrêmement motivé, d'autant qu'il l'a dit et répété. Lui, ce qui l'intéresse dans ce championnat du monde 1988, c'est une place de premier, une place de second. Après, comme les points ne seront pas comptabilisés en fin de saison, finir 11e, 12e ou 13e ou 3e, c'est la même chose. En tout cas, Berger prend le large, Christian, visiblement. Il creuse maintenant un petit peu l'écart avec Senna, et ça, c'est tout de même une surprise, car on s'attendait tous à assister à un festival Senna ici, lorsqu'on a vu que la course allait se dérouler sous la pluie. Eh bien, Berger, qui décidément est un bien beau pilote, voilà que Gugelmin est soumis au harcèlement de Nigel Mansell sur la Williams à suspension modifiée. C'est peut-être une affaire de confort, José, aussi, parce que ça devait être assez éprouvant d'être juste derrière dans le nuage de pluie de Berger, et on peut imaginer, on va voir d'ailleurs, c'est intéressant à suivre, on va voir comment ça va se passer entre Senna et bataille, vous avez vu, entre Berger. March et Benetton, les deux plus rapides des voitures à moteur atmosphérique, entre Gugelmin et Nannini, donc, alors que Thierry Boutsen n'apparaît pas dans les 10 premiers. Non, il est en effet 11e. Thierry, il a pris un départ pas trop fameux non plus. Modena a doublé Prost. Oui, ça va vraiment pas du tout. Donc pour notre champion du monde, qui a aujourd'hui ce qu'on appelle en anglais un off day, c'est-à-dire un jour sans. Quelle classe. Oui, en tout cas, un jour sans, ça ne veut pas dire que ce soit lui qui en soit forcément responsable. Il est peut-être et même probablement confronté à un problème à bord de sa McLaren. En tout cas, ça ne va pas du tout pour lui. Et on peut déjà considérer que il va aujourd'hui réaliser son premier mauvais résultat de la saison. Je dis ça à dessein, puisque son moins bon résultat jusqu'à présent, c'était des places de deuxième. Vous avez vu comme la Benetton de Nannini a glissé lorsqu'il a réaccéléré, mais il maîtrise parfaitement sa voiture, l'Italien, le brillant pilote de Benetton. Là, c'est la jeune génération qu'on voit aux prises avec Nigel Mansell qui a défrayé la chronique cette semaine, faut-il le rappeler, en annonçant qu'il avait signé pour l'écurie Ferrari pour la saison 89. Gugelmin, donc, qui lui est un débutant en Formule 1, il effectue sa première saison au volant donc de cette marche qui jusqu'ici n'avait pas fait des étincelles, mais qui s'est révélée extrêmement compétitive depuis vendredi à Silverstone. Voilà encore Nannini qui attaque ou qui fait mine d'attaquer Gugelmin, mais sans succès.
Prost 15e, menacé maintenant par 2 Césaris. Et donc c'est la bataille pour la 4e place, je vous le rappelle, entre Gugelmin et Nannini, puisque les 3 premiers, bien sûr, c'est toujours Berger qui compte maintenant presque 2 secondes d'avance sur Ayrton Senna, 1 seconde 6 exactement. C'est à peu près stabilisé. Hein. Oui, c'est ça. Ouh là là, ça fait vraiment très pressant, très pressant. J'ai cru qu'il allait partir en tête à queue, mais non. C'est peut-être une illusion d'optique. Oui, en tout cas, il est très pressant. Et puis Nigel Mansell est derrière à l'affût, tout prêt à profiter d'une erreur des 2 espoirs qui roulent devant lui. Lui, bien sûr, il a beaucoup plus d'expérience, Mansell. Il a fait démonter la fameuse suspension active de sa Williams qui lui avait causé tant de soucis et quelques frayeurs d'ailleurs aux essais qui se sont traduites par 2 sorties de route. Alors ce qui avait coûté finalement une saison à Lotus, on peut considérer que ça coûte une saison à Williams, parce que Williams a fait la même erreur en voulant développer ce système. Vous savez, c'est la rançon du progrès. En fait, lorsqu'on se lance dans les solutions sophistiquées, on n'est pas assuré d'en tirer un profit immédiat. Il faut souvent se montrer patient et attendre que la mise au point s'achève. On n'en est pas encore là, ni chez Williams, ni a fortiori chez Lotus qui a abandonné le premier. Et ça n'a pas été facile de repasser à une suspension conventionnelle parce qu'on avait fait une voiture tellement fine qu'il n'y avait pas la place pour mettre des amortisseurs. En effet, alors d'ailleurs j'ai cherché vainement où se trouvait la nouvelle suspension avant et je ne l'ai pas vue. Hein. Enfin, j'essaierai de faire mieux, de scruter avec davantage d'attention la prochaine fois. Non, c'était pour vous dire surtout que, bien sûr, ça n'a pas été une mince affaire de modifier comme ça, dans la nuit de vendredi à samedi, les suspensions de ces Williams. C'est bien pourtant, ils y sont arrivés. Et grâce au concours d'une petite usine située à une vingtaine de kilomètres, de miles plutôt, du circuit de Silverstone, qui toute la nuit a usiné des pièces et qui a permis à Frank Williams de modifier les suspensions de ses voitures. Mais Mansell Mansell que vous voyez devenir passer de près, avec il a touché. Probablement parce qu'on voit l'aileron arrière qui est... Enfin, il a touché ou en tout cas l'aileron arrière, lui... C'est affaissé peut-être aussi. Hein. Je ne sais pas. En tout cas, je vous le disais tout à l'heure, puisqu'il faut trouver de l'adhérence à tout prix, et bien naturellement, alors que Silverstone est un circuit où l'on cherche à tenir une vitesse maximale aussi élevée que possible, et bien là, en l'occurrence, on a fait le choix inverse. Voilà. Berger qui double Dalmas, qui va tenter de doubler Dalmas. Oui, à propos de Mansell, Mansell avait d'ailleurs déposé un ultimatum en disant il faut changer cette suspension, sinon il refuse de monter dans la voiture. Il s'est fait très peur, incontestablement. Donc Mansell ne conduira pas la Williams à moteur Renault l'année prochaine. Ça, c'est une certitude désormais. Qui la conduira? Eh bien, on parle beaucoup de Thierry Boutsen, mais enfin, nous n'en sommes pas là. Voilà, ici, nous suivons Berger qui a doublé Dalmas, qui est 19e, alors que De Césaris qui était aux trousses de Prost tout à l'heure, De Césaris rentre dans les stands. Dommage pour la belle petite Rial, car c'est dans ces conditions, sur une piste difficile, que Andrea De Césaris aurait pu de nouveau marquer des points. Il avait terminé 4e, souvenez-vous, à Détroit. Oui, voilà l'écart, 1 seconde 885 millième entre donc bien sûr Berger et Senna. Berger toujours en tête, donc avec beaucoup d'autorité. Vous avez vu avec quelle autorité, oui, on peut dire, il a écarté, repoussé l'attaque de Senna en début de course. Et oui, c'est toujours De Césaris que nous voyons là avec sa petite Rial. Donc Berger qui reste au commandement et qui pourrait bien profiter donc du fait que la piste est mouillée et que donc la consommation sera moins élevée que prévu pour, qui sait, créer la surprise et interrompre la série de victoires ininterrompues de l'écurie McLaren. Berger, Senna, Alboreto, Gugelmin, Nannini, Mansell, Capelli est 7e, Piquet 8e, Boutsen 9e, Dalmas 19e, Alliot 20e, Prost
dans le désordre. Prost 15e et Arnoux 18e. Oui, Arnoux qui pilote la seule des deux Ligier qui se sont qualifiés. Johansson, en effet, a été éliminé après les essais pour n'avoir pas réussi à placer sa Ligier parmi les 26 meilleurs. Donc, toujours Berger avec sa Ferrari retrouvée. Évidemment, on peut se demander s'il y a une simple coïncidence entre le fait que l'équipe, la structure, la hiérarchie de l'équipe technique Ferrari vient d'être modifiée, pour ne pas dire bouleversée, que l'ingénieur Postlethwaite qui dirigeait les affaires sur le terrain a été écarté, que l'ingénieur Barnard qui avait été un petit peu exilé dans un rôle d'étude soit redevenu le patron sur le terrain depuis le Grand Prix de France. Eh bien, on dirait que cette modification a déjà porté ses fruits, car les Ferrari, souveraines en fin de saison dernière, décevantes depuis le début de la saison 88, eh bien, semblent en passe de se retrouver ici à Silverstone. Oui, c'est aussi des progrès moteurs, puisque il semble que les Ferrari aient progressé en puissance. Si elles ne sont pas encore tout à fait compétitives au niveau de la consommation, au plan puissance, elles ont progressé. La marche de Gugelmin, toujours poursuivie par la Benetton de Nannini. Oui, une bataille à couteau tiré là entre le Brésilien Gugelmin et l'Italien Nannini, deux beaux espoirs, et puis toujours dans leur roue. Mansell plein de détermination qui veut tout de même faire honneur à sa réputation devant un public qui l'adore, qui le révère, le public britannique qui voit en Mansell un véritable héros. Alors à propos de moteur Ferrari, une information intéressante, c'est que Jean-Jacques Is, ancien ingénieur de chez Renault, qui s'était occupé du Renault Turbo, qu'il avait fiabilisé et développé, on ne fait pas de cadeau là, entre la marche et la Benetton. Pas impressionné Gugelmin, Jean-Jacques Is, qui avait été débauché par Ferrari, revient à la régie et s'occupera du moteur Renault Turbo. Une bonne nouvelle et... Ah, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour Renault, mais pas une pour Ferrari. Bien sûr. Enfin, ouais. Vous ne m'en voudrez pas de... Non, je ne vous en voudrais pas du tout, bien au contraire. En tout cas, Gugelmin conserve la 4e place malgré les assauts incessants, pratiquement on peut le dire, de Nannini, qui démontre ici un beau courage pour rester comme ça, sans arrêt, sans respirer dans le sillage, complètement aveuglé dans le sillage de la marche qui le précède. La marche, je le rappelle, voiture en moteur atmosphérique équipée d'un moteur Judd, le même que celui qui propulse les Ligier. Et puis la Benetton, propulsée elle aussi par un moteur atmosphérique, un V8 Ford spécial. C'est l'équipe officielle Ford. Attention Benetton. là. Oui. Oh non. Non, c'est toujours pareil. Mêle-nez comme ça, en plus, même si les trajectoires sont pas sèches, il y a tout de même beaucoup moins d'eau et un petit peu plus d'adhérence. Donc le fait de tenter un dépassement et de se mettre en difficulté au freinage, ça serait tout de même un risque. Alors que devant, Berger et Senna se sont rapprochés. Senna s'est rapproché de Berger. Il est à une demi-seconde maintenant de Senna. Oh là-bas, à l'entrée de la chicane. C'est un petit peu à la faveur du dépassement des attardés. C'est un petit peu l'embouteillage. Et Senna a passé Berger. En dépassant, en prenant un tour à Alain Prost, il s'est passé tout un tas de choses à l'entrée de la chicane, un embouteillage et Senna qui aime bien ce genre de situation et qui est prêt à prendre beaucoup de risques. Oh là, c'est Mansell qui a essayé d'en prendre des risques. Il a essayé de passer d'un seul coup Nannini et Gugelmin, mais ça n'a pas marché. Là, on sent quand même que les pilotes commencent à marquer quelques impatience parce que c'est vraiment trop dur de rester comme ça dans le sillage éternellement des autres, et ils sont maintenant sur le point de commencer à s'impatienter, de se résoudre à prendre quelques risques pour essayer à tout prix de venir à bout de la résistance de celui qui les précède. Alors, résumé des épisodes précédents, super départ de Berger, Senna est juste derrière. Dans le premier tour, Senna tente de prendre le meilleur sur l'Autrichien. Et puis finalement,
Il se résout à rester derrière, il laisse même Berger prendre un petit peu le large et à la faveur d'un dépassement un petit peu difficile, Senna revient et double Berger au 14e tour. Alors ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir, on a vu que Berger ne parvenait pas à semer Senna, on va voir maintenant si Senna, lui, réussit à creuser l'écart avec Berger, et on dirait car déjà une dizaine de longueurs sépare la McLaren de la Ferrari, mais enfin c'est encore trop tôt pour se forger une opinion définitive. Senna va-t-il profiter du fait qu'il a maintenant la voie libre pour creuser l'écart avec l'Autrichien? Un début de course super intelligent de la part de Senna tout de même. Hein, on voit bien. Disons super résolu au début. Oui, il a vraiment pris tous les risques. Il fallait. Voilà. Et puis après, effectivement, il a attendu son heure. Oui, très très intelligent pour finalement au 14e tour, dès que l'occasion s'est présentée, à la faveur d'un dépassement un petit peu difficile. Mais c'est pas fini, vous savez, regardez comme Berger revient là. Au contraire, je sais pas, on va voir si les circonstances de course qui ont été favorables une fois à Senna ne vont pas le desservir. Et maintenant, Alain, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, oui, c'est... Ah non, non, c'est... Oui, voilà, ils viennent de prendre un tour. À Prost. Voilà. Ils viennent de prendre un tour à un deuxième tour à Alain Prost, puisqu'ils ont déjà pris un tout à l'heure lors du dépassement. Il est complètement à la dérive, Alain, aujourd'hui, effectivement. Il a des gros problèmes. Alors que Senna, maintenant, caracole en tête, mais que Berger, visiblement, n'a pas dit son dernier mot et qu'il va tout faire, soyons-en assurés, pour essayer de revenir dans les roues de Senna et de profiter, qui sait, d'un doublage difficile pour, à son tour, reprendre le dessus. Belle bataille, superbe, splendide bataille, au sommet vraiment, entre Ayrton Senna, le phénomène, le spécialiste incontesté du pilotage sous la pluie, et puis Gerhard Berger, qui a montré aujourd'hui qu'il n'avait rien à lui envier non plus sur ce terrain. Quel beau champion ce Berger. Et puis ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir que les pilotes de la génération montante savent acquérir de la tête. Gerhard Berger et Ayrton Senna, qui il y a quelques saisons n'auraient peut-être pas su subir cette pression, et qui là font preuve de maturité tous les deux. Voilà, Palmer qui avait connu des problèmes en début de course, qui avait dû rentrer au stand, qui était reparti avec un tour de retard et qui a de nouveau des ennuis. Palmer arrêté avec sa Tyrrell. Alors, 16 tours d'accomplis, et Senna et Berger qui dominent outrageusement le Grand Prix d'Angleterre, puisqu'ils ont creusé un écart de plus de 35 secondes avec Alboreto en 3e position. Nannini est à un petit peu plus d'1 seconde d'Alboreto, et Mansell ont passé enfin Kujelmin, du moins si j'en crois mon tableau de classement. Oui, voilà, là c'est un replay, je crois. Oui, absolument. Tout à l'heure. Voilà, effectivement, c'était le doublage de Prost. Berger est arrivé dans ses roues, vous l'avez vu, il était obligé de ralentir très fortement, et Senna, qui avait bien vu le coup arriver, s'était laissé un petit peu décramponner, mais là il a pris le risque, regardez, parce qu'il est allé toucher, je crois, pratiquement les roues de Prost. C'était pratiquement, on peut dire qu'il s'est appuyé presque sur les roues de Prost pour le passer, alors que Berger, lui, s'était laissé enfermer derrière la McLaren. Une belle manœuvre du type de celle que Prost avait réalisée la semaine dernière, au Ricard, à la faveur d'un dépassement. Vous savez, pour être un champion en Formule 1, il faut non seulement du courage et de l'adresse et du talent, mais il faut aussi de la ruse et de la vista. Alors il faut toujours bien évaluer les situations, les distances, et même il faut anticiper un maximum sur ce qui va se passer pour essayer d'en profiter. C'est ce que Senna a réussi à faire avec beaucoup de vista, mais aussi beaucoup d'audace, car vous avez vu, c'est passé très tangent avec Prost.
Le classement au 17e tour, et puis après nous nous quitterons pour une petite page de publicité. Ayrton Senna et Gerhard Berger dans un mouchoir de poche. 3e Alboreto, 4e Nannini, 5e Mansell, 6e Gugelmin, 7e Capelli, 8e Piquet, 9e Boutsen, 10e Warwick, Nakajima est 11e, Shiver 12e, Patrese 13e, Modena 14, Capi 15, Prost 16, Dalmas 17, Martini 18, Arnoux 19 et Alliot 20. Voilà, on se retrouve dans 1 minute 10 exactement après une petite toujours, et Ayrton Senna est toujours devant Gerhard Berger, alors que la McLaren que nous venons de voir passer, c'est celle d'Alain Prost. Alain Prost qui navigue en 16e position. Alain Prost qui a un tour de retard sur les deux leaders, et Alain Prost qui tout à l'heure a connu une émotion lorsque Ayrton Senna a profité d'un dépassement un petit peu difficile de Berger, où tout le monde était un petit peu arrêté, c'était un petit peu l'embouteillage. Ayrton Senna en a profité pour prendre le meilleur sur Berger. Voilà, on est au premier tiers de la course approximativement, donc, et déjà 41 secondes d'écart, vous le voyez, entre Berger premier et Alboreto troisième. C'est vous dire, entre Berger deuxième, pardon, et Alboreto troisième, c'est vous dire donc quelle est la domination des deux leaders. Senna donc, et puis Berger dans son sillage. Vous voyez, la différence c'est que inférieure à 1 seconde et demie. Nannini en 4e position est venu à bout donc de Gugelmin, et Mansell aussi qui a dû profiter probablement du doublage. Et voilà, on voit ici la bagarre, le ferrage. Voilà Mansell, je crois qu'il a attaqué. Oui, il est passé, je crois. Oh là là, et voilà qu'Alboreto vient s'en mêler à son tour. Oh là là, et tête à queue, et voilà, tête à queue de Nannini, vous l'avez vu. Oui, ça on se sentait arriver parce que vraiment il y avait trop de monde sur la même trajectoire au même moment à des vitesses différentes. Ça ne pouvait pas vraiment marcher très très bien tout ça. Là c'est Martini qui en a fait les frais. Donc c'est Martini à gauche. Hein. Oui, donc Nannini qui venait de s'emparer de la 4e position ne l'aura pas détenu bien longtemps, puisque en raison de l'attaque voilà, de Mansell ici à gauche, que l'on voit avec la Williams. Ça c'est tout à fait dans son caractère et dans son style de pilotage. Oui, mais en tout cas c'est une manœuvre impeccable. Mais vous voyez, Nannini a été gêné parce qu'il y avait Alboreto qui lui a pris sa trajectoire juste devant lui, s'est trouvé enfermé, obligé de freiner un petit peu alors qu'il était déjà engagé sur la trajectoire. Ça s'est traduit par un tête à queue qui apparemment, fort heureusement, n'aura pas endommagé la voiture du brillant pilote italien qui peut repartir, je crois, sans autre forme de procès. Et à la poursuite, bien sûr, maintenant de la 4e place qu'il avait eu tant de mal à décrocher et qui lui échappe donc. Elle est maintenant détenue par Nigel Mansell, qui aura fait donc une belle remontée depuis la 11e place qu'il avait sur la grille de départ. Belle remontée donc de Mansell qui a bien mis à profit le changement des suspensions de la Williams pour revenir ressusciter, pour ainsi dire. Mansell qui n'a pas terminé encore un Grand Prix cette année, je crois, pratiquement, et qui est heureux de pouvoir briller un petit peu aujourd'hui devant ces innombrables supporters. Ils sont plus de 100 000 aujourd'hui qui entourent le circuit de Silverstone. Le voilà, numéro 5. Oui, avec la Williams à moteur Judd, une voiture qui a donné bien du souci à ses créateurs depuis le début de la saison. C'est-à-dire que c'est une voiture très ambitieuse. Il savait qu'il partait avec le handicap de devoir se contenter d'un moteur atmosphérique face au turbo. Alors ils ont essayé de compenser ce handicap par des solutions techniques hardies au niveau des suspensions en particulier, et puis aussi de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse fonctionne bien, du moins souhaitons-le pour Mansell, mais en revanche les suspensions ont donné trop d'ennuis et ont dû donc être abandonnées. Et puis les utilisateurs de moteurs Judd ont aussi connu pas mal de casses mécaniques, en particulier parce que ce moteur perd de l'huile. Il y a un récupérateur, un petit bidon où on récupère l'huile, et alors les petits malins, les utilisateurs les petits malins avaient trouvé un moyen, c'était de mettre... Oh là là, c'est très chaud là. Hein. Oh oui, Mansell il attaque voilà. Très très fort, et voilà Alboreto qui va pas pouvoir lui résister, oui. Je crois. Ça y est, Mansell en 3e position. Inutile de vous dire que les ovations du public britannique, Mansell déchaîné
superbe aujourd'hui. Vraiment, on a retrouvé le grand Mansell généreux des 2 années précédentes, qui peut enfin s'exprimer sans contrainte au volant d'une voiture qui ne le trahit pas et qui met la piste mouillée à profit pour montrer à nouveau son audace, sa détermination, enfin toutes les qualités qu'on lui connaît à cet égard pour faire le spectacle, et pour cela aux dépens de Michele Alboreto qui vient de lui céder donc sa 3e place. Il faut ça pour réchauffer le public, parce que ici, au plan météo, c'est pas la joie. Donc les petits malins, les utilisateurs de moteurs jeunes récupèrent l'huile dans ce petit bidon et le remettent dans le carter pour terminer les courses. Enfin, en tout cas, c'est certain que ce moteur n'a pas démontré jusqu'à présent une fiabilité à toute épreuve. Parlez-en à l'équipe Ligier notamment, qui l'utilise également. Senna qui s'en va, 2 secondes, un peu plus de 2 secondes et demie entre Senna et Berger. Senna qui creuse un tout petit peu. Oui, Senna qui a du mal quand même à faire la différence, mais enfin, qui est en train de la faire malgré tout. Senna, c'est pas n'importe qui, Berger. Le phénomène, le magicien, le roi de la pole position, et qui est aussi le plus rapide sur le mouillé, où ses qualités d'acrobate font merveille, son adresse tout à fait exceptionnelle, sa vista, son courage, sa confiance en lui, qui sont peut-être sans égal en ce moment en Formule 1, si l'on accepte justement Mansell et peut-être Berger. Senna donc, comme prévu, disons qu'il avait, vous le savez, la faveur du pronostic, compte tenu des conditions de piste aujourd'hui. Eh bien, il fait honneur à ce pronostic. Maintenant, il semble avoir pris la mesure de... vous avez vu le petit geste, Senna qui nettoie sa visière avec son gant? Oui, absolument. Bah, évidemment, la visibilité maintenant, le fait d'être l'homme de tête ne procure plus un avantage bien particulier, car maintenant les voitures sont largement réparties tout au long du circuit et il faut doubler. Vous savez que les voitures moins rapides. Vous savez que les pilotes superposent un certain nombre d'écrans sur leur visière, de façon au fur et à mesure de la course pouvoir les arracher et récupérer une meilleure vision. On peut imaginer que dans le début de course, Senna a épuisé tous ses écrans, et là maintenant il est obligé bien sûr de passer son gant dessus pour enlever toutes les petites gouttelettes d'eau. Alors tout de même, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il ne pleut plus. J'ai l'impression que la pluie fine mais obstinée qui tombait depuis le départ maintenant ne tombe plus, et ça peut évidemment créer un problème, dans la mesure où si les trajectoires venaient à trop s'assécher, eh bien les pneus pluie se surchaufferaient et se détruiraient rapidement, ce qui contraindrait alors les pilotes à observer un arrêt à leur stand pour changer de roue. Il m'a semblé tout à l'heure, Joséo, il sort très très large, il m'a semblé tout à l'heure que Senna commençait à sortir un petit peu des trajectoires pour aller dans le mouillé, pour tenter peut-être de refroidir un tout petit peu ses pneus. Exactement, c'est en effet la tactique que les pilotes doivent observer. 4 secondes 6, 4 secondes 7. L'écart se creuse très très fort. Senna passe devant nous pour la 24e fois. 25e fois, 25 tours donc sur 65 à couvrir, je vous le rappelle, et l'écart est passé maintenant à 6 secondes 24 centièmes sur Berger, donc qui ne parvient plus tout à fait à suivre la cadence du leader. Le 3e est donc Nigel Mansell, actuellement à l'image au volant de la Williams à moteur Judd, encore pour le moment, un moteur Renault l'année prochaine, vous le savez sans doute. Et arrête à la Prost, le premier donc à s'arrêter. Pourquoi? Peut-être pour changer de roue, justement, peut-être s'est-il dit que c'était sa chance à lui, alors qu'il est si mal classé actuellement. On est prêt effectivement chez McLaren, José. Je vois les mécaniciens qui avaient préparé les trains de pneus. Non, c'est fini pour Alain. Oui, écoutez, on s'en doutait, parce que bien sûr on savait bien qu'Alain n'était pas très heureux
de prendre le départ de ce Grand Prix sous la pluie. La perspective ne l'enchantait pas outre mesure, mais on se doutait aussi que s'il était aussi mal classé, ça n'était certainement pas uniquement parce qu'il n'aime pas piloter sous la pluie, mais c'était parce qu'il était confronté à un problème technique. C'est la confirmation de ce problème technique. Les McLaren donc enregistrent, c'était depuis le Grand Prix du Brésil, je crois, et là le problème de Senna qui avait été éliminé pour avoir changé de voiture irrégulièrement avant le départ, c'est le premier abandon pour cause. Et là, regardez, vous les voyez, les pilotes changer de trajectoire, aller dans les parties mouillées. Mansell qui va chercher loin la piste mouillée de façon à refroidir ses pneus. Oui, à éviter regardez, très très net. Voilà. On voit la partie grise, la partie qui ne brille pas, qui est en fait une partie pas tout à fait sèche encore, un petit peu humide, mais c'est un espèce de slalom maintenant. Voilà. Sinclair ralenti. En tout cas, Nannini est revenu très fort. Hein. Nannini est revenu extrêmement fort puisqu'il est de nouveau maintenant dans les roues de Mansell, alors que tout à l'heure, vous vous en souvenez, il avait fait un tête à queue qui, certes, ne lui avait pas causé de dommages à sa voiture, mais enfin qui lui avait quand même coûté quelques secondes. Peut-être déjà un problème de pneus pour Mansell. Hein. Peut-être, en effet. C'est pas du tout impossible. En tout cas, Nannini est dans les roues maintenant de Mansell, alors que Alboreto, lui, rétrograde assez sérieusement. Il va peut-être bientôt se trouver sous la menace de Gugelmin. Cela dit, d'ici j'aperçois le stand Williams et manifestement on n'est pas prêt à un changement de pneus là-bas. Somptueuse bataille maintenant entre Nigel Mansell et Alessandro Nannini. Nannini qui doit en vouloir un petit peu à Mansell, bien sûr, encore que ce dernier n'ait commis nulle incorrection sous le regard de Frank Williams, que vous voyez maintenant à l'écran. Donc Nannini qui doit sentir que Mansell peut-être est à sa main. La preuve, c'est qu'il est revenu très très vite sur lui, alors que après le tête à queue qu'il avait exécuté tout à l'heure. Et donc, ça démontre que potentiellement, Nannini et sa Benetton sont actuellement. Oh là là, le freinage de Nannini, là, la voiture a littéralement louvoyé. Et il y a un petit coup de sous-virage à l'entrée de ce droite là qui est pas très sympathique, mais enfin, ça n'a pas l'air de gêner outre mesure Nannini. Il faut dire qu'il n'est pas gêné du tout, lui, Nannini. C'est un pilote heureux. Il n'a pas d'état d'âme, il ne se pose pas de questions. Il a le pied lourd, la vista, le talent. Et pour le reste, il s'en remet à la bonne mère. Ça doit faire chaud au cœur de Frank Williams de voir de nouveau une Williams bien placée et froid en même temps, puisqu'il a appris récemment que son pilote numéro 1, Nigel Mansell, allait le quitter pour aller chez Ferrari. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Frank Derny, un de ses meilleurs ingénieurs, a lui aussi déclaré qu'il allait partir chez Ligier. Benetton, Williams, voilà la bagarre pour la première place des voitures à moteur atmosphérique. Les marches donc sont rentrées dans les rangs. Les marches qui, à la surprise générale, avaient dominé les Benetton et les Williams lors des essais, ont fait un joli début de course grâce notamment à Gugelmin. Et puis elles sont rentrées un petit peu dans le rang maintenant. Et c'est la bataille donc pour la troisième place à laquelle nous assistons, que nous suivons maintenant avec Nigel Mansell et puis Nannini. Oh là là, Mansell qui l'ouvre, Nannini qui lui fait l'intérieur, qui va passer. Je crois que ça y est, c'est fait. Effectivement, Nannini vient de s'emparer de la troisième place sans coup férir. Mansell, vous l'avez vu, n'a pas insisté outre mesure. Il sent que Nannini est actuellement nettement plus rapide que lui et vous allez le voir d'ailleurs. Je pense que l'écart ne va pas tarder à se creuser. C'est important pour Nannini de concrétiser car Boutsen est monté plusieurs fois sur le podium alors que lui... C'est un replay là, pardon. Oui. Voilà l'action. On revoit l'action qui a permis à Nannini de passer Mansell et de lui ravir sa troisième place. Alors superbe course de Nannini, faut-il le souligner, hein, qui a fait vraiment un pilote extrêmement généreux. C'est à queue tout à l'heure, remontée fantastique, et puis maintenant il a pris le meilleur sur Nigel Mansell qui, faut-il le dire, n'est pas n'importe qui. Et maintenant c'est au tour de Mansell de souffler. Oh là là, c'est sur le fil hein, oh, tout le temps. Hein.
c'est vraiment sur le fil, comme vous dites, Christian, c'est vrai. Voilà, vous avez vu Mansell qui était allé chercher un petit peu d'eau encore. Et là, il y a peut-être, effectivement, on voit que Nannini, lui, n'a pas l'air de se soucier du tout de ce problème, alors que, de toute évidence, Mansell y accorde le maximum d'attention. Et là, il y a peut-être une différence qui va se faire sur le métier, parce que Nannini est peut-être un petit peu insouciant, là, dans son désir de décrocher Nigel Mansell. Il n'a pas l'air de se préoccuper du sort de ses gommes, alors que Mansell, lui, tout en faisant le maximum pour ne pas se laisser décrocher, ne perd pas une occasion d'aller rafraîchir les dites gommes. Alors, quelques nouvelles des pilotes français après l'abandon d'Alain Prost. Dalmas est 16e, Alliot 18e et Arnoux 19e. Et meilleur temps pour Nannini. Vous voyez que c'est vraiment la grosse attaque pour le pilote italien, alors que Thierry Boutsen, son coéquipier, lui occupe actuellement la 8e place, alors que Nannini, donc, lui, est 3e. Et c'est une petite surprise quand même, parce que Boutsen, on sait qu'il est pas mal. Oh là, mais qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque vraiment, c'est absolument. Il a peut-être abîmé ses pneus aussi. Hein. En tout cas, il fait preuve d'un brio exceptionnel. Il est déchaîné, littéralement, Alessandro Nannini. Et c'est important cette période de la saison. Beaucoup de choses sont en train de se jouer. On parlait à l'instant de Boutsen qui doit prendre une décision, il nous l'a dit. Dans Automoto, il doit... Nouveau tête à queue de Nannini. Nouveau tête à queue de Nannini. Et alors là, ça va être plus dur d'en sortir parce qu'il est dans le bac à sable. Mais non, pour le moment, ça a l'air d'aller. C'est de l'autocross, c'est plus de la Formule 1. Il est là, il ressort. Oui, il va y arriver, ça y est. Il est reparti. Et je ne crois pas que ça l'aura beaucoup démonté, car vous avez vu tout à l'heure, ça ne lui a fait aucun effet. Et Mansell ne va pas se tenir pour quitte encore, forcément. Il n'est pas très loin. Il en veut vraiment. Hein. Il n'a pas perdu énormément de temps. Non. Vous avez vu les gravillons d'ailleurs qui sont... Oh là, c'est complètement dans le désordre, mais ça fait rien, parce que quel tempérament ce Nannini, il est formidable. Voilà, on va revoir cette action là. Un petit peu victime de sa fougue au freinage, peut-être un peu mauvaise répartition, il rentre un peu trop fort aussi. Vous savez qu'on modifie la répartition. Oui, mais là c'était peut-être un peu tangent, il y avait entre la partie très mouillée et la partie un peu plus sèche. Oui, il a fallu trop tard, quoi, disons-le. Voilà. En deux mots commençant, c'est ça, il a fallu trop tard au moment où il braquait déjà, les roues arrière se sont bloquées. Et tête à queue, bon, c'est pas grave. Il y en a un qui doit sourire dans son casque, c'est Mansell. C'est vrai, ça doit lui rappeler quelque chose, parce que lui aussi, quelquefois, nous a montré... Il a donné dans ce genre de figure. Oui, que la fougue, il connaît. Hein. Donc Boutsen qui va devoir choisir très rapidement, il nous l'a dit, entre rester chez Benetton et aller chez Williams. Et voilà Gugelmin dans les roues d'Alboreto. Alboreto, donc, qui s'était montré, s'était un petit peu rebellé au cours des essais, où il avait réalisé le meilleur temps vendredi en battant Gerhard Berger, qui ne lui avait pas finalement réussi à conserver la pole position, mais qui n'avait pas concédé beaucoup de terrain à son brillant coéquipier, moins que d'habitude en tout cas. Ici, ici on regarde qui? Alors là, je ne sais pas. C'est chez McLaren, ça. Est-ce que c'est Alain? Oui, ça doit être Alain. C'est peut-être Prost. Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile à dire. Petit problème physique. On dirait qu'il y a un petit problème physique. 12 secondes au 31e tour entre Senna et Berger. On tourne maintenant en 1,25, 1,26. La piste s'asséchant. Manifestement, Berger, pour l'instant, se satisfait de sa deuxième place. Et Senna peut un petit peu reprendre une allure de semi-croisière devant. Oui, on est pratiquement à mi-course maintenant, puisque Senna a bouclé son 32e tour sur les 65 à couvrir. Mi-course donc, 12 secondes, presque 13 secondes d'écart entre Senna et Berger. C'est impossible, José, de conserver le rythme qu'avaient adopté les deux leaders en début de course. C'est impossible de conserver ce rythme pendant tout un Grand Prix. Hein. Oh, vous savez, je crois que sous l'effet de la motivation, de la détermination et dans le feu de l'action, eh bien, ces champions savent se surpasser, ça fait partie du contrat. Et on en a chaque dimanche des démonstrations. Et aujourd'hui en particulier, où les conditions sont particulièrement éprouvantes.
Comme En tout l'a montré cas, d'ailleurs les mésaventures de Nannini. En tout cas, actuellement, Senna est loin devant Berger. 12 secondes séparent les deux hommes. Mansell est à presque 1 minute. Et voilà Senna qui s'apprête à Senna. prendre un tour à Thierry Boutsen, je crois. Oui, Thierry Boutsen sur l'autre Benetton, donc. Et à Piquet sur la Lotus. Oui, qui lui fait une course un petit peu pâle comme il nous y a habitués depuis quelques grands prix maintenant, pour ainsi dire depuis le début de la saison, il faut bien le dire. Un Nelson Piquet qui semble un petit peu démotivé. Oui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. En tout cas, Senna s'apprête à prendre un tour à Boutsen, dont on dit beaucoup qu'il aurait pratiquement décidé de passer avec armes et bagages chez Williams et Renault, mais enfin, ça n'a rien d'officiel. Donc la différence qui s'est encore accrue, 1 seconde au tour, vous voyez à peu près, même un peu plus, c'était 12,4, maintenant c'est 13,6. C'est donc 1 seconde et 2 dixièmes au tour, au rythme d'1 seconde au tour que Senna creuse l'écart sur Berger. Berger qui peut-être, d'ailleurs, malgré la pluie, a constaté qu'il lui fallait modérer un petit peu son ardeur s'il voulait boucler sans risquer de tomber en panne d'essence les 65 tours de ce Grand Prix d'Angleterre. Piquet, Senna, Boutsen, donc ça y est, Senna a pris un tour à Boutsen. Cependant que nous voyons ici Berger, je crois. Alboreto, ou alors Cassi, Alboreto. Bon, voilà. En fait, c'est Gugelmin qui vient de passer Alboreto et qui s'est donc emparé de la... Cinquième place. Alors voilà un arrêt de Capelli qui rentre dans les box. À l'instant, nous suivions Gugelmin qui s'emparait de la 5e place au détriment d'Alboreto. Et là, c'est Capelli, qui rentre au box et qui repart instantanément. Alors, est-ce qu'il a monté des slicks? J'ai l'impression, non. À voir la figure que vient de faire sa voiture, je me demande s'il a pas changé les pneus. pneus. Il m'a pas semblé qu'ils ont changé les pneus. J'étais en train aussi de regarder faute professionnelle grave en même temps que vous, l'écran des classements et non pas l'écran avec l'image, mais je crois bien. Berger vient de doubler Martini et sa Pierluigi Martini et sa Minardi. Et nous parlions à l'instant, alors qu'ici c'est Yannick Dalmas qui sera la prochaine proie d'Ayrton Senna. Qui a pris un tour à Piquet, vous le voyez, la Lotus jaune est maintenant derrière la McLaren blanche et rouge, et puis Boutsen qui essaye de prendre le meilleur sur Piquet, qui est juste devant lui au classement. Piquet 7e, Boutsen 8e, roue dans roue donc. Nannini, malgré 2 têtes à queue, toujours 4e. Mansell, 3e. Très belle course de Nigel Mansell donc aujourd'hui. On a retrouvé depuis Rio finalement, parce qu'à Rio on l'avait vu très bien aux essais. Aux essais, il avait fait un temps absolument prodigieux. En première ligne, si je me souviens bien. Il n'a jamais réussi à rééditer depuis, mais ça avait été vraiment un exploit extraordinaire. Et Boutsen qui est sorti très très large là. Oui, il essaye de faire un petit peu d'impression sur Piquet, mais Piquet ne se laisse pas faire, manifestement. Tandis que Senna, petit à petit, sème l'un et l'autre. Alors on peut peut-être un petit peu parler de ces cris et chuchotements du paddock, de ces bruits, de ces conversations secrètes au fond des motorhomes, et parce que c'est très tôt dans la saison, d'habitude c'est un petit peu plus tard. De nouveau arrêt de retour au stand pour la seconde fois de Capelli. Oui, il s'est arrêté une première fois, il est reparti, manifestement, c'est plus grave que prévu. Donc de ces changements au sein des équipes au niveau de qui rentre.
Au niveau des ingénieurs, d'abord, on dit que Brunner, ancien de chez Ferrari, qui a construit, qui a dessiné la Rial, irait chez Zaxpeed. Franck Derny, je vous l'ai dit, qui travaille avec Patrick Hedge chez Williams, irait chez Ligier. Van der Plein, l'ingénieur de chez AGS, lui, a eu des propositions à gauche, à droite. Il resterait chez AGS. Ducarouge attend Hockenheim et les discussions Lotus Porsche pour prendre sa décision. Mais Larousse Calmels espère enlever le morceau. Et puis il y a Postlethwaite qui était chez Ferrari, qui va chez Tyrrell. Et on verrait bien d'ailleurs avec lui aller venir Alboreto. Oui, Alboreto, un ancien pilote de Tyrrell. C'est Tyrrell qui lui a donné sa chance en Formule 1. Et il avait d'ailleurs gagné ce premier Grand Prix sous les couleurs de la vénérable écurie britannique. Mansell, qui fait plaisir à ses supporters aujourd'hui en faisant une course splendide au volant de la Williams à moteur Judd. On attendait ça depuis le début de la saison. Ça y est. Ça coïncidait, répétons-le, avec un changement de politique technique au sein de cette écurie qui avait fait des choix technologiques ambitieux et qui n'ont pas parfaitement réussi. Nannini, lui, absolument impossible de le persuader qu'il ne va pas revenir dans les roues de Mansell pour lui redisputer la 3e place. Nannini qui avait le meilleur tour tout à l'heure, je ne sais pas s'il l'a conservé, mais je pense que oui, puisque le réalisateur ne nous a pas passé depuis de chrono d'un autre pilote plus rapide que celui de Nannini. Regardez comme il a encore freiné au tout dernier moment à l'endroit même où il est parti en tête à queue tout à l'heure. Toujours le petit coup de sous-virage là, hop, c'est reparti. Alors après 36 tours, il n'y a plus que... Là, Fred Hürberger aussi, il a eu un petit peu de mal là je crois, pardon de vous interrompre Christian, mais l'image était forte. You are welcome. En tout cas, visiblement là les pneus commencent peut-être à fatiguer un petit peu et les trajectoires des voitures se font un petit peu hasardeuses. Je vous disais qu'au 36e tour, il n'y avait plus que 6 pilotes dans le même tour. Le 6e, c'est Alboreto, le 5e, Gugelmin, 4e, Nannini, 3e, Mansell, 2e, Berger et 1er, Senna. Premier Senna qui caracole en tête donc avec maintenant 38 tours d'accompli avec près de 20 secondes d'avance, 18 et quelques. Là vraiment la cause est entendue sans incident, sans aléa. Senna s'envole vers sa 4e victoire, c'est ça Christian? Absolument, nous étions à 4-3 à la suite du Grand Prix de France et là nous serions, si Senna arrive à concrétiser ici au Grand Prix d'Angleterre, nous serions à 4-4 la balle au centre. Voilà en tout cas donc cet épisode de la confrontation Senna-Prost, eh bien c'est terminé prématurément d'ores et déjà par l'abandon d'Alain Prost. Ah, de la fumée chez Boutsen, problème moteur. Oui, malheureusement je crois que... Pour Boutsen ne terminera pas le Grand Prix d'Angleterre. C'est malheureusement à prévoir, en effet. Avec ce moteur Ford DFR qui sera commercialisé l'année prochaine. Oui, mais c'est pas ça qui va inciter les clients à l'acheter. Enfin bon, je dis, ma réflexion, effectivement, n'est peut-être pas tout à fait opportune, mais en tout cas, j'ai pas pu m'empêcher de la faire. Vous me pardonnerez, j'espère. Mansell, meilleur tour. Eh bien voilà. Je demandais tout à l'heure si Nannini avait toujours le meilleur tour. Non, il ne l'a plus. C'est maintenant Nigel Mansell. Vraiment, ces deux hommes font le spectacle aujourd'hui. Après que Senna et Berger nous aient fait assister à une formidable passe d'armes dans les premiers tours, avant que Senna ne prenne le meilleur et ne creuse l'écart, et bien c'est maintenant Mansell et Nannini qui, oh là, voilà. Drôlement même, mais là ce sont les extincteurs je crois. Alors que nos amis du service de presse de Silverstone nous amènent le classement après 10 tours, c'est intéressant José. Eh bien ça montre qu'il faut savoir se montrer patient mon cher Christian, et vous savez qu'ici
personne ne s'impatiente, on fait la queue avec discipline. Alors, avant une petite respiration publicitaire, le classement: 1 Senna, 2 Berger, 3 Mansell, 4 Nannini, 6, 5 Gugelmin, 6 Alboreto, 7 Piquet, Dalmas 15, Alliot 17 et Arnoux 20e. On se retrouve dans une minute. Notre écran, Mansell en 3e position de ce Grand Prix d'Angleterre et en position pour la première fois de la saison de marquer donc ses premiers points au championnat 88, alors que loin devant lui, à 1 minute, Senna caracole en tête et que Gerhard Berger sur sa Ferrari roule en seconde position et ne se fait désormais plus aucune illusion sur ses possibilités de pouvoir menacer le leader. Son stand vient de lui passer un panneau avec pour injonction de ralentir, car c'est vrai que son avance sur Mansell est assez importante pour lui permettre de lever quelque peu le pied, et que par contre son retard sur Senna est désormais trop grand puisqu'il dépasse les 25 secondes pour qu'il puisse encore espérer dans la deuxième partie de ce Grand Prix l'emporter si toutefois Senna poursuit à ce rythme sans encombre. En piste, sous vos yeux à l'instant, robe jaune, la Lotus Elf du triple champion du monde, Nelson Piquet. Et ici, son scoré légionnaire, Ayrton est né au mois et demi, Ayrton Senna. Tiens, on n'entend plus parler de la guéguerre qui oppose Ayrton Senna à Nelson Piquet. Ah bah il n'y a plus de match. Hein. Là, il faut dire que vraiment, il n'y a plus de match. Les deux hommes ne courent plus dans la même catégorie, c'est bien évident. Nelson Piquet est complètement dépassé par son jeune coéquipier qui conduit une voiture beaucoup plus compétitive que la sienne, qui est animée par une motivation beaucoup plus ardente que la sienne. Et Nelson Piquet, on a un petit peu l'impression qu'il n'est plus vraiment celui que nous avons connu. Vous le voyez raccroché en fin de saison, José? Ça, je ne sais pas. Il dit que non. Il dit qu'il a gardé tout son plaisir de conduire. Business is business. Oui, je ne sais pas. Vous savez, c'est très difficile de savoir ce que pensent vraiment au plus profond d'eux-mêmes les pilotes. Il est certain que Piquet, il y a quand même longtemps qu'il est sur la brèche et que le fait qu'il conduit cette année une voiture qui n'est pas compétitive n'est pas de nature, naturellement, à le motiver particulièrement. Eddie Cheever, qui aimerait bien manger Martini. Oui, et puis alors Eddie Cheever, c'est un de ceux qui vont le plus vite sous la pluie, mais là c'est Warwick, son coéquipier que nous voyons maintenant. Warwick et Cheever qui conduisent des Arrows à moteur Megatron turbo et qui sont souvent sont deux pilotes extrêmement résolus, braves et aux possibilités très très voisines. Ils ont un tour de différence, hein, Cheever et Martini. Oui, et puis Berger et Mansell, eux, ils ont 32 secondes de différence, vous le voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, Berger, eh bien, il n'a plus qu'à rouler à sa main, car il est à l'abri, en principe, de toute menace de la part de Mansell, et en revanche, il ne peut plus nourrir d'illusions sur l'écart qu'il a dû concéder à Senna. Mansell, derrière Mansell, il y a Caffi et son Ozella, maintenant ceinturé de blanc, qu'on ne confond plus avec une Ferrari. Et devant Mansell, il y a René Arnoux qui est actuellement en 19e position. René Arnoux qui a dû donner le meilleur de lui-même pour arriver à qualifier sa Ligier, alors que José vous le disait tout à l'heure, Johansson, lui, n'y est pas parvenu. Voilà, Mansell qui dépose littéralement René Arnoux. Oui, avec une facilité presque dérisoire. Eh bien, la Ligier va cependant entreprendre maintenant un programme de modification extrêmement important, avec pour objectif d'essayer de se hisser à un niveau plus compétitif, sinon tout à fait en mesure de rivaliser avec les Williams et autres Benetton d'ici à la fin de la saison. En tout cas, l'équipe de Guy Ligier n'a nullement abdiqué et Michel Tétu va entreprendre maintenant une campagne d'essais aérodynamiques systématique
d'allègement systématique qui ne va peut-être pas donner tout voilà, de suite le panneau tout à l'heure. Vous voyez, c'est toujours pareil, on enjoint chez Ferrari à Berger de lever un petit peu le pied parce qu'il n'a plus aucun intérêt à forcer, il ne peut plus revenir, il ne peut plus menacer Senna, mais il n'est pas sous la menace de Mansell. Je vous le rappelle, 35 secondes de retard pour Berger sur Senna et autant d'avance sur Mansell. Ce qui est tout de même étonnant, c'est que Berger tourne maintenant en 1,28 alors que Senna, lui, continue à tourner relativement vite en 1,24. On a déjà connu ce genre de scénario à Monaco où Senna continuait à s'échapper, à rouler, à prendre beaucoup d'avance. Oui, bah vous savez, il y a différentes explications à ce phénomène. Il y a des pilotes qui considèrent qu'il ne faut surtout pas ralentir parce que si on ralentit trop, eh bien on perd sa concentration ou du moins une partie de sa concentration et qu'on risque alors de commettre une erreur. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Senna pour expliquer sa sortie de route tout à fait inattendue au Grand Prix de Monaco alors qu'il caracolait largement en tête. Eh bien il a dit « Je venais de me décider à ralentir considérablement. J'avais en effet tourné 3 secondes moins vite que d'habitude juste avant de sortir et donc il a mis au compte d'une chute de concentration en raison d'une modification de sa cadence trop brutale, le fait qu'il ait commis cette erreur. Alors peut-être, et même sûrement, est-il bien décidé à ne pas la répéter aujourd'hui. Berger au milieu des attardés. Et Alboreto navigue littéralement. Alors qu'actuellement, sur votre écran, c'est Nigel Mansell qui, au 45e tour, est 3e à 1 minute 58 secondes exactement d'Ayrton Senna et à 18 secondes, une vingtaine de secondes de Berger, ce qui explique les consignes données à Berger par son stand, slow. Vous voyez, 19 secondes d'avance pour Berger sur Mansell, alors que nous venons de boucler le 46e tour, il en reste donc 19 à couvrir. Cela dit, si Berger continue à ce train-là, Berger tourne actuellement en 1,30, Mansell risque de revenir sur la Ferrari. Peut-être que Berger connaît des problèmes de consommation. En tout cas, nous sommes au stand Ferrari, là où ou alors des problèmes sont prêts, semble-t-il, à changer les roues de la Ferrari de l'Autrichien, à moins que ce soit de celle de Michele Alboreto. Voilà, Outslaw plus 19 tours, c'est exactement ça. Il a donc pour capital autant de secondes que de tours à couvrir. Il peut donc se permettre d'en perdre une à chaque tour sur Mansell. Mansell qui, bien sûr, voudrait bien se mettre encore plus en évidence en venant menacer le pilote de la Ferrari. José, mais ce sera son futur coéquipier l'année prochaine. C'est pas une qui perd, c'est 7. Ah oui, alors là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et regardez, on prépare des pneus de sec pour chez Ferrari. Mansell vous l'avez vu. Tourne en 1,23 et Berger en 1,30. Bon, alors sans doute que Berger, peut-être, se prépare à changer, ou à faire changer plus exactement ses roues. Je ne sais pas. Ce qui est bizarre, c'est que si c'était un problème de pneumatique, ce ne serait pas le stand qui lui donnerait la consigne de ralentir. Il serait seul juge pour pouvoir adopter le rythme. Mais peut-être a-t-il signalé à son stand justement qu'il désirait un changement de roue. Je ne sais pas. On va voir. En tout cas, vous avez vu que... Voilà, il rentre au stand. Alboreto. C'est Alboreto, là, qui, le premier, rentre au stand pour probablement faire monter des pneus lisses. Alors que... 7e, il était. Oui, alors que la piste continue de s'assécher très progressivement. Alors il y a peut-être donc un double problème, un problème de pneumatique pour Alboreto et un problème de consommation pour Berger. C'est possible. En tout cas, nous allons voir le changement de roue. Les mécaniciens de Ferrari avaient été fantastiques au Grand Prix de France. Ils le sont encore aujourd'hui. 8,05, c'est assez formidable quand même pour changer 4 roues. On a mis des slicks, José, j'ai pas vu. Je crois, oui. Des pneus secs, c'est-à-dire des pneus lisses. En tout cas, c'est ceux qui avaient été préparés que nous avions vu un gros plan tout à l'heure.
Alboreto en piste de nouveau. Berger, eh oui, Berger n'a plus que 8 secondes d'avance sur Mansell qui fond littéralement sur lui. Et ça continue, Mansell tourne en 1,24 et Berger en 1,30. Eh oui, vous pensez Mansell évidemment. Eh ben, voilà, qu'est-ce que nous avons vu là? Nous avons vu effectivement Mansell devant Alboreto et non pas devant Berger. Donc il ne faut pas se tromper, une fois suffit. Et ce n'est pas encore Berger que Mansell a doublé, mais Berger en difficulté donc apparemment. Alboreto qui n'a perdu qu'une place après son arrêt changement de pneu. C'est Warwick qui lui a subtilisé la 7e place. Alboreto est en 8e. Senna maintenant à l'écran. Senna toujours confortable leader et même plus que jamais, vu le ralentissement de Berger. Il a maintenant près d'une minute d'avance. Et José, la piste est en train de sécher complètement. Oui, oui, absolument. Bah, rien n'est joué. 48e tour, 48e tour. Processus normal puisque la pluie a cessé depuis une dizaine de tours maintenant, pratiquement depuis la mi-course, et que donc... À 17 tours de la fin, la piste et les trajectoires sont sèches. Senna et Berger sont en pneus pluie. Le seul à s'être arrêté pour l'instant, c'est Alboreto. Oui, qui a été probablement bien inspiré, enfin du moins peut-on le penser. Voilà Berger, voilà Mansell qui est pratiquement dans son tir. Vous voyez qu'il y a la tirelle de Palmer entre deux, mais l'écart qui était de plus de 20 secondes tout à l'heure a littéralement fondu. Mansell, vous pensez, attaque à outrance, motivé qu'il est par la réussite de sa remontée. Et oulalalala. Bailey, là, le jeune pilote de chez Tyrrell. Oh là là, c'est à la limite là. Hein. Oui, c'est à la limite, mais c'est passé. C'est passé et maintenant, Berger semble devenu une proie facile pour Mansell. Va-t-il s'arrêter à son tour à son stand, Berger, pour changer de roue comme l'a fait Alboreto tout à l'heure? Non, je n'ai pas l'impression, non. Berger continue, Mansell dans son sillage, prêt maintenant à fondre sur sa proie. Voilà, vous voyez, Mansell est allé chercher le mouillé là-bas à droite et puis il est revenu dans la trajectoire avant de freiner. Actuellement, le Britannique reprend 3 secondes au tour à l'Autrichien. Bon, ben, il est pratiquement dans ses roues maintenant. Donc ça va se passer dans ce tour-ci, vraisemblablement. Et vous voyez comme il a adopté des trajectoires un petit peu bizarres, Mansell, mais ne croyez surtout pas qu'elle soit fantaisiste pour autant. Ce que cherche à faire Mansell, c'est à épargner au maximum ses pneus pluie. Alors ce qui est significatif tout de même, c'est qu'Alboreto avec des pneus slick tourne en 1,26. Oui, donc ça veut dire que pratiquement il fait encore un petit peu trop mouillé pour pouvoir exploiter l'avantage d'avoir des pneus pluie. Donc voilà. Arrêt un peu prématuré pour Alboreto, mais ça y est, c'est fait. Mansell vient de s'emparer maintenant de la 2e place. Problème de consommation manifestement pour Berger. Hein. Probablement, en tout cas, ovation de la foule britannique, bien sûr. Ils étaient donc loin du compte tout de même les Ferrari, hein, en consommation, parce que même sur le mouillé... Hein. Oui, ben ça, effectivement, c'est ce qu'ils reconnaissaient sans se faire prier avant le départ. Mansell. Petite glissade, là, en sortie de virage, là, vous avez vu, il cherche toujours les trajectoires un petit peu pas trop sèches encore, pour essayer de reculer au maximum le moment où il va être contraint de changer de roue. Peut-être espère-t-il finir avec ces pneus-là, je ne sais pas. Donc pour l'instant, à la régulière, il est impossible à Mansell de revenir sur Senna, qui est à 1 minute et 3 secondes. Oui, Senna a continué d'accroître son avantage, donc pendant que Mansell revenait sur Berger, qui doit être bien déçu, certainement. Senna qui doit s'appliquer à conduire le plus propre possible, à tenter d'aller chercher maintenant, quand c'est possible, dans les lignes droites, les parties mouillées pour refroidir ses pneus, pour tenter de durer au maximum. Mais on pourrait même imaginer le cas de figure où Senna décide de s'arrêter pour changer de pneu et de chausser des slicks, qui serait tout à fait possible, et repartir sans perdre... Ah ben certainement, il va perdre au maximum 30 secondes si tout se passe normalement. Sinon, le problème c'est que voilà, dans un arrêt au stand, eh bien il y a toujours un risque, c'est qu'un aléa se produise, qu'un écrou se bloque.
Et puis l'entrée au stand ici à Silverstone, il y a un petit zizi, une petite, on perd pas mal de temps. Chicane, oui, bien sûr, enfin c'est bon. À peu près une trentaine de secondes, vu l'avance de plus d'une minute dont il dispose, il peut, s'il le souhaite, il peut procéder à cette opération sans risquer de perdre pour autant la première place. Mansell qui continue donc à chercher les secteurs les moins asséchés de la piste pour ne pas surmener outre mesure ses pneus pluie. Il a fait ça avec beaucoup d'intelligence et systématiquement depuis le début de la course, même alors qu'il était en pleine bagarre encore avec Nannini. Nannini qui lui occupe la 4e place devant Gugelmin, donc les deux hommes qui se battaient pour la 4e place au début, eh bien s'y retrouvent maintenant. Ils sont devant Piquet 6e, Warwick 7e, Nakajima 8e, Cheever 9e, Patrese 10e, avec Alboreto qui après son arrêt au stand a donc rétrogradé au 11e rang. Dalmas est 14e, Alliot 16e, et Nannini qui a passé Berger. Nannini vient de passer Berger. Et oui, ça confirme donc je ne voulais pas vous interrompre, José, oui. Ça faisait partie des choses prévisibles. Berger, le jeune Autrichien, le bouillant Autrichien qui connaît actuellement des problèmes de consommation, un début de course peut-être un petit peu trop optimiste. Il a mené la course et puis après il a dû s'incliner et abdiquer derrière Senna qui a fait le forcing lors d'un dépassement au 14e tour. Berger qui s'est accroché longtemps derrière Senna et qui maintenant doit se résoudre à laisser partir tout le monde et à perdre sa seconde place. Berger au stand. Non, Alboreto de nouveau qui s'arrête pour la 2e fois, donc ça c'est beaucoup plus étonnant. Alors c'est intéressant, je vais essayer de voir. Weston des slicks, oui, effectivement. Alors c'était pas le bon choix. Hein. Je ne sais pas si c'est la raison de son 2e arrêt, en tout cas nous allons voir, ou si ce n'est pas un autre problème qui le contraint à stopper pour la 2e fois. Voilà. On enlève les pneus slicks, on remonte les pneus pluie. Ah bah oui, c'était effectivement donc une erreur, comme on l'avait vu, il tournait en 26 secondes. Il repleut d'ailleurs. Ah oui, et puis il repleut. Donc c'est la réponse à nos questions, voilà. Pas de problème. L'arrêt d'Alboreto était, du moins le changement de roue d'Alboreto était prématuré. C'était bien joué, non? Bon, ça pouvait tenter, hein. De toute façon, il pouvait tenter le coup, il n'était plus en mesure de menacer les leaders. Il a donc tenté un petit coup de poker en s'arrêtant le premier. Il l'a pas mal fait. Sinon, il a tout de même perdu quelques points au championnat dans cette mésaventure. Alboreto qui s'est refait une santé au niveau image pendant les essais après son éviction pour la saison prochaine de Ferrari. Alboreto qui avait réalisé dans la première séance le meilleur temps et qui était parti tout à l'heure sur la première ligne aux côtés de son coéquipier Berger. Et voilà Gugelmin dans les roues de Berger maintenant. Berger ralentir à chaque tour. Berger, le pauvre, voit son stand lui intimer l'ordre de ralentir et de ralentir encore. Il obéit, mais ça n'est encore pas suffisant, semble-t-il. Il a maintenant dû s'incliner sans résistance devant Gugelmin. Gugelmin 4e, Berger 5e. Pauvre Berger qui ne peut plus lutter à armes égales contre tous ses adversaires. Et alors cette puissance retrouvée, finalement, ces quelques chevaux retrouvés chez Ferrari, c'est un petit peu au détriment de la consommation? En tout cas, c'est pas à son avantage, c'est bien évident. Et effectivement, Berger a fait illusion, mais... C'est pas forcément un bon calcul, alors? Non, en tout cas... Barnard ne l'avait pas caché, il avait dit qu'en course, il ne pensait pas que ces voitures pourraient être en mesure de rivaliser avec les McLaren. Eh bien, il ne s'était pas trompé, mais c'est même encore un petit peu plus décevant que prévu, puisqu'en fait, il s'avère que Berger ne peut même pas rivaliser avec les plus rapides des pilotes des voitures atmosphériques, puisque désormais, Mansell et Nannini sont devant
la plus rapide des deux Ferrari. Mais alors cette pole position des Ferrari, c'est spécifique au circuit de Silverstone ou on va assister maintenant à des séances d'essai un petit peu plus animées et, écoutez, il y a eu le monopole des McLaren le monopole des McLaren au moins aux essais est remis en question? Non, je crois qu'il y a eu un concours de circonstances, si vous voulez. D'une part, une contre-performance des McLaren qui, pour une raison inconnue, en tout cas qui n'ont pas réussi à déterminer, ne sont pas parvenus à exploiter leur potentiel comme d'habitude aux essais ici sur ce circuit. Et puis d'autre part, il y a une conjonction favorable pour Ferrari parce que c'est un circuit, donc Silverstone, qui est peu varié, où il y a un seul virage en seconde vitesse, tout le reste est au moins en troisième et les grandes courbes en quatrième et cinquième. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de décélération brutale et de remise en vitesse brutale. Ça veut dire que les moteurs Ferrari qui sont aussi puissants au régime que les moteurs Honda, semble-t-il, mais qui sont beaucoup moins souples et moins brillants en reprise, eh bien, ont pu ici s'exprimer dans les meilleures conditions possibles. Alors donc, il y a eu nouvelle performance de Ferrari, contre-performance de McLaren, c'est ce qui explique probablement ce résultat. Petite nouvelle, Senna est passé de l'allure de semi-croisière à l'allure de croisière. Il tourne maintenant en 1,29. Oui, eh bien, pas étonnant car il n'y a plus que 10 tours à couvrir avant la fin de ce Grand Prix d'Angleterre. L'avance de Senna sur Mansell, 56 secondes. Autrement dit, une avance ultra confortable pour le leader qui peut donc se permettre de lever très sensiblement le pied et de terminer, sinon en roue libre du moins, à sa main. Piquet va dépasser Berger. Voilà, Nannini troisième, donc le bouillant fougueux Nannini qui aura surmonté 2 têtes à queue pour terminer quand même peut-être sur le podium. Enfin, nous verrons ça tout à l'heure. Il y a 10 tours encore à couvrir. Répétons-le, non, 9 maintenant, parce que Senna a bouclé le 55e. Gugelmin, donc, Gugelmin, révélation, un petit peu pour beaucoup, peut-être, de ce Grand Prix d'Angleterre, après une brillante performance aux essais, la confirmation, donc, en course du talent de ce jeune Brésilien qui effectue sa première saison de Formule 1 cette année, qui est issu de la Formule 3000, qui est le protégé de Ayrton Senna. Qu'est-ce qu'on doit dire, Gugelmin ou Gugelmin? Gugelmin, paraît-il. C'est, semble-t-il, la prononciation nécessaire. Ah pardon, je vous fais Mauricio. Alors on parlait tout à l'heure des ingénieurs, on peut peut-être parler un petit peu des pilotes et déjà essayer de savoir ce qu'ils vont faire la saison prochaine. Bon, Mansell, c'est un petit peu lui qui a déterminé tous ces mouvements au sein du paddock, puisque le premier, il a annoncé qu'il allait quitter Williams, c'est pour Ferrari. Butsen, je vous le disais tout à l'heure, ça sera sans doute Williams ou Benetton Williams, mais sans doute Williams si on doit l'annoncer très vite. Prost, il nous l'a dit dans Automoto, il reste chez McLaren. Alboreto, si Butsen va chez Williams, Alboreto irait chez Tyrrell. Stress resterait chez AGS avec une nouvelle, avec un petit point d'interrogation, peut-être 2 voitures la saison prochaine, car un nouvel actionnaire, un financier, producteur de cinéma, Cyril Deroux, serait prêt à rentrer dans la société AGS et à lui insouffler un sang nouveau. On passerait à la vitesse supérieure. Il y aurait 2 voitures la saison suivante avec, pourquoi pas, aux côtés de Stress, vous ne savez pas ça, José, une grande nouvelle, pourquoi pas Alboreto. Non, tombait. Bon, eh ben, on verra bien. En tout cas, on parle ici beaucoup d'Alboreto chez AGS, on parle de beaucoup de choses, n'importe quoi en même temps. Les hypothèses vont bon train, Mansell aussi. Et chez Ligier, on verrait Grouillard et Arnoux. Oui, enfin, chez Ligier, je crois que pour le moment, vraiment, le problème, c'est plutôt de restructurer l'équipe que de penser pilote. En tout cas, donc, Mansell ressuscité aujourd'hui, ça c'est quand même le fait important, je crois, à signaler dans ce Grand Prix d'Angleterre. Mansell ressuscité, Mansell qui n'avait pas marqué un seul point au championnat cette année jusqu'à présent, lui qui avait été l'un de ses principaux animateurs lors des 2 dernières saisons. Eh bien, il se retrouve entièrement aujourd'hui, et même s'il n'a pas pu véritablement
joué la victoire, c'est vrai. En tout cas, il a merveilleusement joué placé. Il a fait une remontée de toute beauté, pleine de panache. On a retrouvé le Mansell généreux de la grande époque et il se dirige maintenant vers une deuxième place qui va lui valoir les acclamations de son public. Mansell qui se prépare à prendre un troisième tour à Philippe Alliot. Philippe Alliot qui est actuellement 15e. Dalmas est en lui 13e et Arnoux 19e. Alors rappelons que Philippe Streff n'est pas allé loin dans ce Grand Prix. Il a abandonné très tôt et on le regrette d'autant plus qu'on s'apprêtait à suivre une grande performance du pilote français et de son AGS sur ce circuit aujourd'hui mouillé, car Philippe Streff s'est toujours signalé par de belles courses lorsque la pluie tombe. Il avait notamment remporté la dernière course de Formule 2 de l'histoire de la Formule 2 justement ici en Angleterre, à Brands Hatch, sur le mouillé. Malheureusement, il n'aura pas pu tirer profit des conditions aujourd'hui. Et au 58e tour, Senna a légèrement réaccéléré. Il tourne maintenant en 1,27 en voyant Mansell qui lui tournait en 1,25, 1,26 lui reprendre quelques secondes. Il tient à maintenir environ 50 secondes entre lui et le Britannique, pensant à un éventuel changement de pneu et voulant se ménager une avance suffisante pour pouvoir éventuellement s'arrêter. Oui, 50 secondes, c'était à peu près l'avance qu'il avait sur Prost. C'était un peu de course, il n'avait pas porté chance et j'espère bien que je lui porterai pas malheur en rappelant ceci. Mansell donc superbe aujourd'hui. Du grand Mansell, du grand Senna aussi, bien sûr, mais ça, on s'y attendait. Philippe Alliot dans le sillage de la Williams. Il faut bien le reconnaître, les Lola de l'équipe Larousse-Calmès ne se sont pas montrées très brillantes au cours de ce week-end britannique. Les Lola sont trop volumineuses, les Lola ne sont pas vraiment compétitives et elles ont fait un petit peu illusion au début de la saison. Et bien petit à petit elles rentrent de plus en plus dans le rang. Alors, comment que l'équipe française qui nourrit des ambitions légitimes. Plus compétitif que celui dont sont contraints de se satisfaire cette année Philippe Alliot et il roule là sur son élan et il va certainement pour Senna tourne actuellement enfin c'était difficile à sur Nigel Mansell, l'homme est de 34 secondes. Bien sûr. 5e Piquet et 6e Berger. Berger devrait conserver. Ah oui. Et voilà Senna dans les roues de Berger, Christian, pendant que vous regardiez l'écran du classement. Moi je regardais mon écran de télévision et je voyais que la McLaren remplit maintenant les rétroviseurs de la Ferrari de l'Autrichien qui doit bouillir de rage littéralement car il va se faire prendre un tour vraisemblablement par Senna à moins que celui-ci décide de ne pas ajouter l'insulte à la misère et se contente de suivre la Ferrari jusqu'à l'arrivée, mais enfin il reste quand même 5 tours à couvrir et ce serait peut-être un ralentissement un petit peu excessif. Donc c'est... Formule 1 avec